Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube consacrée aux lectures des livres de Jean-Pierre Chabrol. Nous sommes toujours dans celui qui s'intitule Les 1001 veillées et aujourd'hui je vais vous lire La grande méduse noire. Je me suis toujours demandé pourquoi il était admis dans les veillées et même pis, invité. Quand on arrive, même tôt, il est déjà là. Mais d'abord, on ne le voit pas. On le sent. Par le nez aussi, par tous les pores. C'est une présence d'un poids, d'une puissance à la limite du soutenable. On ressent dans tout le corps une gêne diffuse, mystérieuse, mais concrète, tenaillante. On finit par comprendre que ça vient de là, de l'angle gauche de la cheminée, c'est-à-dire en principe la place d'honneur, et que ça vient de lui. On n'en perçoit d'abord qu'une sombre masse, comme une énorme poire noire et blette, mais une minute après, c'est plutôt un aérostat fripé ou un testicule gigantesque plissé comme jupon de veuve. C'est en tout cas une matière molle et répugnante tapie dans le recoin le plus sombre de la cheminée. Là, le feu seul vous éclaire si quelque flamme soudaine jette quelque lueur vers lui. Encore que... Non, on ne comprend pas tout de suite. C'est par l'ouïe qu'on approche de sa réalité, par ses grognements, des raclements de gorge, un souffle chargé de pesantes glaires. Cela tient du feulement et du barrissement. On peut croire à un grand fauve vieillissant, mais encore menaçant, aux aguets. Puis par l'odorat. Il souffle de par là une puissante haleine putride, irrégulière mais insistante, exhalation méphitique, remugle aliacé de charogne encore grouillante de vermine, bien avant que de durs soleils l'aient désodorisé. Bref, on finit par se convaincre qu'il s'agit d'un être humain. Enfin, humain, c'est beaucoup dire. Tous le respectent, aussi invraisemblable que cela paraisse. Au Mas-Haut ou à la Bastide du Ronc, chez les Bussartels comme chez les Tartifleyres, qui n'ont peur de rien, des forts en gueule terriblement susceptibles, tout le monde la ferme quand il l'ouvre. Et quand il l'ouvre, c'est de l'ordure ou du venin. On parle de la Josette qui va se marier. Tout le monde la trouve mignonne et sérieuse. Elle fera une bonne épouse. Sérieuse? Ha ha! Sournoise, oui. Vous avez connu sa mère? La trogne qu'elle avait. Dans 10 ans, la fille sera pire. Par bonheur, elle crève jeune dans cette putain de race. Raide, c'est tombé dans le silence soudain, au milieu de la veillée transie du coup par cette intervention brutale, par cet organe de tardigrade spectral semblant surgir d'un profond marais du Néandertal. Chacun, chacune, dans cette veillée l'aime bien, la Josette. Pourtant, personne ne proteste. Personne, pas même sa cousine Germaine. Personne. La maîtresse de maison venait jeter dans le feu, nécessité ou pas, un étroit fagot de sarment. Aussitôt, de longues flammes illuminèrent violemment les alentours immédiats de la cheminée, projetant sur les murs blanchis à la chaux les ombres folles, les doubles fantastiques des veilleurs en cercle autour de l'âtre. Jour bref, halluciné. Le temps de se retourner, ce n'est déjà plus que le souvenir vague de la créature entrevue dans le recoin de la cheminée où les sarments retombent en cendres. La forme gigantesque d'un corps en poire au relief mou, tremblotant, surmonté d'une hure en mitre habité d'un appendice nasal démesuré, pendant comme celui d'un tamanoir sur des lèvres dont l'inférieure, démesurée, luisante, rouge sang, lâche une traîne de bave jaunâtre. On a cru apercevoir également, dans les dernières lueurs des sarments, 2 énormes taches blafardes de chaque côté de la sphère ventrale. Sans doute 2 vastes mains, d'épais battoirs bizarrement redoutables par leur immobilité même.
Dans l'obscurité revenue, il reste perceptible que ce colossal mollusque est agité en permanence de remous, de palpitations, de vibrations. Cela se trémousse, frétille, ondule, grouille, frissonne, sursaute, piaffe, trépigne, au ralenti, mais incessamment. Cette activité animale, désordonnée, s'accompagne d'un tohu-bohu assourdi de borborigmes divers, ronflements, gênements, rauds, roucoulements, hoquets, éructations variées qui, loin de le gêner, lui procurent une satisfaction profonde qu'il fait hautement partager à tout le monde. Dans l'ensemble, il est particulièrement fier de ses paix. Il les annonce, les fait venir de loin d'abord avec des « hé hé » pour les déclencher quand il les sent mûrs par des « han » de bûcherons. Quand ils sont brefs et tonitruants, il exige un silence respectueux. Quand ils sont longs, si longs parfois qu'ils paraissent interminables, et modulés, il se plaît à les accompagner de soupirs accordés à leurs fluctuations, improvisant avec l'art d'une longue pratique une espèce de jambession, duo saxo-trombone bouché. Encore, le son n'est rien, mais l'odeur. Tout autour, les gens baissent la tête, conversation suspendue dès l'annonce. Il y a parfois des rires plus ou moins gênés. Quelques gaillards se risquent à apprécier, voire à donner des notes, mais sans sincérité, conscients de passer aux yeux du sexe faible pour des rampants grossiers, en un mot, et c'est le cas de le dire, pour des lèche-culs. La conversation a repris tant bien que mal. Il est à présent question de ce pauvre Aristide qui vient de perdre sa chère maman. Elle n'était pas si malade, fait la voix du recoin, mais l'Aristide en avait plus que marre de la soigner. Et puis, elle voulait pas qu'il transforme la maison. Il fallait qu'il attende qu'elle crève pour faire les travaux. Comme par hasard, ils ont commencé le lendemain de l'enterrement. L'Aristide avait commandé l'entrepreneur 15 jours avant cette mort programmée. Il était allé jusqu'à la ville pour acheter la mort au rat, alors qu'on en vend à la droguerie en face de chez lui. Malgré tout, les gens se mettent à douter, là, cette nuit, au coin du feu. Demain, c'est tout le village qui va parler tout bas en regardant par en dessous passer l'Aristide. Dans 2 jours, les gendarmes descendront du canton. Dans 1 mois, ce sera l'exhumation et l'autopsie. Pour quelques mots sortis du recoin, quelques mots de cette voix horrible qui grommelle comme un tonneau plein de ferraille rouillée dégringolant une pente caillouteuse, quelques mots, la plupart du temps, il lui en faut moins que ça. Un ricanement suffit. Un soir, c'était chez les Dieugarde du Mas-Journel. De braves gens, honnêtes, solides et travailleurs obstinés sur leur étroit et aride bien familial. Le père, un petit homme carré, tout en muscles et en nerfs, avait annoncé qu'il allait chercher sa fourche à fumier pour en réparer le manche. C'est l'un des petits travaux qu'on peut faire à la veillée avec un bon couteau sans déranger la conversation. Il s'agit d'une fourche spéciale à 3 courtes mais épaisses branches très affûtées qui servit d'arme aux camisards contre les dragons de Louis XIV pour balayer le fumier du roi, disaient plaisamment ces paysans fous de Dieu. La veillée s'entretenait agréablement de Violette, la cadette des Dieugarde, qui venait d'être brillamment reçue au concours d'entrée de l'école d'infirmière. « Ah ah, infirmière !» Paillasse à carabin, lança l'organe du recoin sombre juste au moment où le père de Violette rentrait de l'écurie apportant l'instrument à réparer. Moment terrifiant. Le père de Violette, la fourche levée, dont les 3 dents acérées dardaient vers le recoin, à hauteur mortelle. Monsieur de Dieugarde pétrifié, de la sueur perlait sur son crâne chauve. Une longue flamme me donna à voir les poils roux hérissés sur son avant-bras et sur le dos des mains tellement serrées sur le manche de l'outil que des veines bleues semblaient vouloir crever la peau. Plus personne ne respirait, sauf l'être du recoin, lequel, nullement impressionné, continuait d'égrener crescendo sa torturante litanie. « Hi hi, Violette,
paillasse pour interne, infirmière, branleuse de tubards. Chacun s'attendait à voir siffler l'outil et les 3 dents crever l'énorme sac de méchanceté. Pas un, sans doute, qui ne le souhaitât. Déjà, on se préparait à se boucher le nez. Déjà, on se retirait les pieds sous les chaises pour les mettre à l'abri de la marée d'immondices qui ne manquerait pas de jaillir de l'éventration. Monsieur Dieugarde posa très lentement la fourche par terre. Ce faisant, il avait le dos rond. Cérémonieusement, il déposait les armes aux pieds de la sombre créature qui recevait la manne avec un ferraillement de gloussement satisfait. On perçut le pâle soupir de Violette. « Merci, papa. » J'ai fait quelques tentatives pour me renseigner. Je n'ai obtenu que des réponses vagues ou des faux fuyants. J'ai fini par renoncer à questionner ces gens que j'aimais bien en dépit de leur constante lâcheté, car la gêne qu'ils éprouvaient devant ma curiosité indignée ne pouvait qu'ajouter à leur peine sans aucun profit, ni pour eux ni pour moi. Je gardais le souvenir indélébile du geste pétrifié du père Dieugarde, levant sa fourche, statue au contour doré par le feu de bois, tableau vivant mais figé dans les couleurs ocre d'une peinture de Le Nain. Tous les éléments de cette scène de violence figée ressortissaient d'une autre époque, celle des serfs et des vilains. Une autre nuit, vers la fin, alors que les approches de l'aurore bleuissaient à peine les reliefs, je crus voir au loin, mais l'ai-je rêvé? Il était si tard. Et je sortais flageolant d'une longue beuverie chez mon ami Gasquel de Branfield, le vidame de Saint-Laurent-des-Ichthys. Je crus voir, à une demi-lieue devant le perron des Ascliers, où je savais que c'était cette nuit même déroulée une veillée à laquelle je n'avais pas été convié, peut-être bien à cause de ma curiosité, cette scène extravagante. Un véhicule très haut, carré comme une de boîte, qui tenait aussi bien du fiacre que de certains véhicules carrossés pour promener un infirme dans la position assise. Compte tenu de la distance, la voiture me parut hors proportion. Du perron descendirent 4 colosses en livrée qui portaient péniblement, sur une sorte de trône, une masse énorme en forme de poire que le transfert agitait mollement. Cet équipage insolite se casa dans le puissant véhicule qui démarra au grand galop pour se perdre rapidement dans ce qui restait de la nuit. Je n'ai jamais voulu croire à quelque survivance moyenâgeuse, à quelque roi sans divertissement, se divertissant de la veulerie de ses sujets. Je suis donc rentré chez moi et me suis fait un café très fort. Puis, pour me rassurer mieux, j'ai ouvert ma Bible. Je suis tombé par hasard, qui fait bien les choses, sur le passage du bouc émissaire. Pour la fête des expiations, chez les Juifs, on amenait au grand prêtre un bouc sur lequel il étendait les mains pour le charger de toutes les iniquités d'Israël. Le bouc était ensuite chassé dans le désert pour y être abandonné. De nos jours, on ne chasse plus les boucs.